Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission dominicale Wikeko. Un plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Une aube nouvelle se lève désormais sur les communes béninoises. Après une vingtaine d'années de mise en œuvre, le secteur de la décentralisation entame une nouvelle ère. Une réforme du secteur est proposée. Elle prend en compte la redistribution des pouvoirs, le renforcement de la réduction des comptes et le réaménagement des modalités d'exercice de la tutelle. Ce sera le décryptage avec les confrères. Et puis, une nouvelle ère s'ouvre également sur le secteur de la transhumance au Bénin. Bientôt, les éternelles querelles entre éleveurs et agriculteurs seront du passé. Le gouvernement travaille à la mise en place d'un document stratégique pour mettre fin aux conflits liés à la transhumance au Bénin. De quoi cela retourne-t-il? Eh bien, le haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs sera avec nous dans le dossier de la semaine pour mieux nous édifier. Voilà donc pour l'essentiel du menu de cette émission de ce dimanche. Tout de suite, le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Wikeko. La rentrée des classes rime avec la chasse aux fournitures scolaires. Pas facile pour les parents d'élèves de se procurer en cette période les manuels scolaires. Malgré une concurrence accrue, ces ouvrages importés, on retrouve de plus en plus ceux localement fabriqués. Quelle est donc la part des fournitures scolaires estampillées Made in Bénin dans la liste des ouvrages au programme éléments de réponse dans ce reportage. Ce sont des marques béninoises dont les logos font de plus en plus recettes au rayon des fournitures scolaires. Sur cette liste de fournitures, les articles cochés au stylo bleu sont produits au Bénin. Nous sommes déjà fiers parce qu'aujourd'hui, sur la liste des fournitures, il y a des enseignants qui mettent cahier scolaire le papillon. C'est déjà une fierté pour nous. C'est une fierté parce que les Béninois ont compris que ces cahiers sont bons. Et ils écrivent sur les listes de fournitures cahiers ambassadeurs. Ils exigent ça dans les écoles. La totalité des manuels scolaires au programme sont estampillés vert, jaune, rouge. Un challenge réussi pour cet éditeur. Lara, en tant qu'éditeur de manuels scolaires, juste pour vous dire que nous avons constaté quelque chose dans le pays qui est la cherté et la rareté des manuels scolaires. Alors nous, notre rôle est d'aider la couche les plus défavorisées à avoir accès à ces livres-là. Alors nous nous sommes donné la tâche de nous rapprocher des auteurs afin de négocier une réédition de leurs livres pour permettre à ce que toutes les couches les plus défavorisés, surtout à avoir accès à ces manuels scolaires. Voilà la raison qui nous a poussé à rentrer dans les manuels scolaires. C'est pour cela que nous sommes donné cette tâche d'appeler les experts de notre pays pour concevoir les manuels, les romans qui sont adaptés à nos réalités afin que ça puisse être étudié par nos apprenants. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui assez de manuels. Nous avons financé assez de recherches en scientifique, SVT, mathématiques, physique, chimie, technologie, tout ça. Et pour les romans, nous avons négocié la réédition auprès des auteurs afin de pouvoir diminuer très sensiblement le coût d'achat. À chaque rentrée, les produits fabriqués au Bénin augmentent et les clients de cette librairie en redemandent. Les cahiers fabriqués au Bénin, c'est des cahiers qui facilitent l'écriture aux enfants au cours primaire. Les enfants en cours d'initiation se retrouvent bien avec les interlignes qui sont bien sortis. Je réclame souvent les produits béninois parce que je me dis que c'est l'économie de mon pays. J'ai plus confiance parce que la plupart des choses qu'on nous amène souvent, ce n'est pas la qualité. D'un, c'est un produit béninois. Deuxièmement, c'est un produit où vraiment c'est la qualité. Donc quand on l'utilise pour les enfants, tu sens que vraiment ça tient. Pour certains, peu importe la provenance, seul le prix compte. Je sais déjà que les cahiers sont imprimés au Bénin, les livres sont imprimés au Bénin, mais avec le stress des dépenses qu'on a à faire et le stress de la rentrée,
se soucier du Made in Bénin. Peut-être que la prochaine fois ou les prochains achats, je vais demander s'il y a des bics qui sont béninois. Bon, on ne fait plus la différence entre la chinoiserie et la béninoiserie, pourvu que ça coûte moins cher. Avec une meilleure qualité de produits et un coût abordable à tous, le Made in Bénin fait peu à peu son retour en force. Venons-en maintenant au phénomène des grossesses en milieu scolaire. Il constitue une entrave à la scolarisation des filles et est source parfois de plusieurs autres torts causés à celle-ci. Un phénomène à la peau dure. Le reportage à suivre, réalisé par Alessandra Dioton, aborde la question de la prévention des grossesses en milieu scolaire. 3000 cas de grossesse en milieu scolaire dénombrés sur l'ensemble du territoire national courant l'année scolaire 2016-2017. C'est le plus fort taux jamais atteint au Bénin. 3 années scolaires sont passées. Le phénomène régresse certes, mais est toujours présent. Ici, au CEG Bégamé, à Cotonou, à peine la rentrée scolaire 2020-2021 a démarré qu'un cas est déjà signalé. C'est les parents qui viennent nous informer. Et une fille de 5e, elle passe en 5e, elle a déjà 17 ans. Donc elle est engrossée par un apprenti électricien qui a 19 ans. Et c'est toujours comme ça. Les grossesses en milieu scolaire sont la conséquence d'une forte activité sexuelle précoce, au dit du spécialiste. Pour les jeunes entre 15 et 19 ans, la prévalence est de 37% déjà qui vont au sexe. Donc quand il y a une forte activité sexuelle chez les jeunes et qu'on ne trouve pas le moyen de canaliser ou le moyen d'accompagner les jeunes dans cette activité sexuelle-là, je pense que c'est ça qui entraîne le fort taux de grossesse. Ça dépend de sa condition de vie, de comment elle vit et de ses amis. Si la jeune fille est bien éduquée à la maison, elle ne peut pas faire l'acte sexuel précocement. Les principales causes d'une sexualité précoce sont ainsi identifiées. La pauvreté, la mauvaise fréquentation et les failles dans l'éducation. École, parents, société, les responsabilités sont partagées. Les parents doivent communiquer au quotidien avec les enfants, même susciter la communication, susciter le dialogue parents-enfants, connaître leurs besoins, essayer de satisfaire leurs besoins. Aujourd'hui, il y a les médias, il y a la télé, il y a tout. L'enfant peut avoir son portable, il va télécharger des bêtises, tout ça là, on ne peut pas contrôler. Les conséquences sont celles qu'on voit à la dépédition scolaire. Aujourd'hui, il y a une pluralité de filles. Depuis quelques années, les activités de sensibilisation pour éradiquer le mal se sont multipliées. Dans les établissements, les apprenants sont conscients des enjeux. Si tu sais ce que tu veux, tu ne vas pas te créer des conséquences et aller attraper une grossesse. On ne peut pas faire des rapports sexuels sur les bancs. Okay. Et au cas où vous en faites? Il faut se protéger. Il est préférable que tout un chacun de nous soit patient, s'abstienne face à certaines choses. Ce message rejoint celui véhiculé par cet enseignant dans son rôle d'éducateur. Il n'y a pas de mauvaises filles sans mauvais garçons. Oui, je nous invite et je vous invite, vous jeunes, à vous abstenir de ces activités et de vous occuper de votre travail, car l'avenir, ça réserve beaucoup de surprises agréables pour vous. Merci. Chaque acteur conscient de son rôle, mieux, la lutte contre le phénomène des grossesses en milieu scolaire portera des fruits. C'est un trésor qui casse la barrière de la seule parole, la langue des signes. Elle est reconnue comme l'outil par excellence de communication avec ou entre personnes handicapées auditives. Pour ces personnes, le seul modèle linguistique véritablement approprié qui leur permette un développement cognitif et psychologique. Allons à la découverte de ce langage particulier avec Ulvaeus Balogun. Bonjour. Avec des mots principalement formés de mouvements de main, de bras et de tête, le langage des signes ne nécessite pas forcément d'être sourd. Nombreux sont ceux qui, par leur profession ou leur vie, sont en contact avec des personnes handicapées auditives et qui apprennent ce langage. Aujourd'hui, nous constatons même qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées et qui décident d'elles-mêmes se faire former en langue des signes, bien qu'elles ne soient pas sourdes, qu'elles ne soient pas malentendantes.
Selon la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 72 millions de personnes sourdes dans le monde et plus de 80% vivent dans les pays en développement. Au Bénin, le facteur socio-culturel demeure le frein le plus important à une bonne prise en charge des enfants frappés de déficience auditive. C'est vrai, quand même vous êtes un sourd et que vous allez par exemple à la banque, c'est arrivé déjà une fois, que vous voulez remplir un feuillet de votre chèque, vous demandez le bic de celui qui est là. Dès qu'il sait que vous êtes personne handicapée auditive, il refuse de vous laisser son écritoire pour la simple raison que jusque-là, il a pensé que que le handicap, n'est-ce pas, que porte le sourd est contagieux. Heureusement, leur intégration socio-professionnelle n'est plus un problème majeur. Depuis que l'inclusion a commencé par faire surface, où la personne handicapée peut se rendre dans la même école et dans la même classe que la personne en griffe valide, ces genres de stigmatisation ont diminué un tout petit peu. Le même programme qu'utilise l'encadreur dans l'école ordinaire, c'est à ce même programme qu'est assujetti l'enfant sourd qui commence l'école. Il apprend donc à parler et il parle donc sa langue, si je puis m'exprimer ainsi, sa langue qui est la langue des signes. Aujourd'hui, la langue des signes est vue comme n'importe quelle autre langue parlée. Le journal télévisé de la chaîne nationale est traduit en langue des signes pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes aussi de le comprendre. Comme nous avons l'alphabet en langue française, il y a aussi l'alphabet pour la langue des signes. Par exemple, vous avez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Que l'on soit sourd ou malentendant ne signifie donc pas que l'on n'a pas son mot à dire ou que l'on n'a pas le droit de s'exprimer. Et ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Wikeko se poursuit avec Ulbaïus Balogun. Merci à vous Nadège Omoladesani et sans plus tarder, on suit la revue de presse économique, une présentation de Patrick Adiagodio. « 19 milliards 176 millions 505 315 francs CFA. C'est le montant total du budget prévisionnel de l'Assemblée nationale pour la gestion 2022. La Nation a publié l'information à la page 3 de sa parution du 20 septembre 2021. À en croire le journal du service public, le dit budget sera très bientôt adopté en Conseil des ministres avant son envoi au Parlement pour vote en décembre prochain. En ce qui concerne l'aménagement de la route des pêches, La Nation rapporte à la page 2 de sa parution du 20 septembre 2021 les précisions du gouvernement sur les mesures relatives au relogement des populations affectées. À ce sujet, le journal du service public écrit en manchette « Relogement de sinistrés de la route des pêches, des précisions sur les mesures ». Selon La Nation, 500 ménages recensés et affectés par l'opération de libération des espaces publics recevront chacun une parcelle en plus d'une somme de 3 ou 5 millions de francs CFA selon les cas et modalités. L'autre quotidien s'est également intéressé au sujet et nous apprend dans sa parution du 20 septembre 2021 qu'à l'opposé des populations de Kholakodi, les délogés de Fieyon 1 n'auront pas un copec pour se réinstaller. Cette variation de l'approche sociale du gouvernement dans des dossiers analogues a été expliquée par le ministre en charge du cadre de vie et du développement durable. Réforme structurelle du secteur de la décentralisation. La presse du jour donne le ton et placade à la une de sa parution du 22 septembre 2021. Talon trouve le remède aux maux des communes béninoises, des communes qui vont bientôt sortir de leur léthargie.
La solution à leurs maux a été trouvée et présentée à tous les principaux acteurs du monde de la décentralisation. Selon le journal de Ménotin, après 2 décennies de mise en œuvre de la décentralisation, le gouvernement décide de changer de cap. La nouvelle politique vise à séparer les fonctions politiques des fonctions administratives. Toujours à en croire le journal de Ménotin, le fonds FADEC sera remplacé par un fonds d'investissement communal. L'événement précis et l'autre quotidien ont aussi relayé l'information. Fin de cette revue de presse économique. À dimanche prochain. Et voilà qui campe très bien le sujet du décryptage. On parle des réformes dans le secteur de la décentralisation. Les confrères sont déjà installés en plateau ici avec moi, tous spécialistes des questions de la décentralisation. Sylvain Baouchi. Sylvain, bonjour. Bonjour Loïs, comment tu vas? Très bien, merci. Okay. Merci d'être là également. À côté, Bernard Hueundé. Bernard Hueundé. Bernard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Bernard, cette réforme du chef de l'État dans le secteur de la décentralisation, quel est le regard que vous jetez là-dessus? Tout de suite, je dirais que c'est une réforme quand même qui était attendue depuis un bon moment. Eu égard à tout ce qui se dit, tout ce qui a été constaté par rapport à l'expérience qui est en cours depuis 18 ans maintenant. Il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de faiblesses qui ont été relevées à diverses occasions par rapport à l'application de l'arsenal juridique et fonctionnel que nous avons par rapport à la décentralisation. Alors Sylvain, partagez-vous également cet avis de Bernard? Oui, bien sûr, Bernard l'a déjà bien dit, donc la remarque est claire, vu d'ailleurs cette troisième mandature qui vient de s'achever et que la quatrième mandature vient de démarrer, les bilans sont là, et on a déjà certains mecs qui payent déjà le prix de leur gestion, donc plusieurs préfets l'avaient déjà demandé, donc nous sommes dans une bonne dynamique. On va dire que c'était vraiment indispensable d'en arriver à la refonte. Oui, vraiment, c'était indispensable parce que vraiment, et il faut que désormais les maires soient un peu plus relâchés dans leur gestion. Parce qu'il y a une pression politique autour de la gestion et on sent que quelque chose ne va pas. Et, économiquement parlant, les marchés qui tardent, l'accomplissement de ces marchés qui tardent et tout, et les populations peinent. Mais ça fait quand même, Bernard l'a dit, une vingtaine d'années d'exercice déjà de la décentralisation au Bénin. Au lieu de réformer, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, par exemple, se baser sur des acquis, parce que c'est une expérience d'une vingtaine d'années, tirer les leçons et mieux avancer que de chercher à tout changer? Je pense que tout changé, je ne dirais pas que tout a été changé. Donc, vu les réformes structurelles déjà apportées, on a déjà juste quelques apports, quelques changements. On a séparé les fonctions politiques des fonctions administratives. Donc, et déjà, pas grand-chose qui est changé, juste que nous avons un technicien qui sera désormais chargé de la gestion, de l'accomplissement du budget. Et le maire sera là pour vraiment développer son leadership. C'est pourquoi il a été élu d'ailleurs. Donc, pour apporter des projets, pour avoir un regard beaucoup plus sur les besoins de sa population et l'implémenter au niveau du conseil communal. Voilà. Alors Bernard, le chef de l'État, on l'a entendu, avant d'en arriver à la mise en place de cette réforme-là, a évoqué quelques griefs contre la décentralisation, dont notamment les maires, la question du recrutement des personnels ayant des compétences qui ne sont pas en adéquation forcément avec les exigences techniques des postes qu'ils occupent. Mais ce problème n'est pas spécifique aux communes. On sait que même dans l'administration, il y a des cadres qui sont nommés, mais qui n'occupent pas les postes qu'ils devraient. Ce n'est pas en adéquation. Pourquoi est-ce que la question au niveau des mairies pose problème aujourd'hui, ou poserait problème? Oui, mais vous et moi savons que même dans l'administration, lorsque nous avons des cadres qui ne sont pas forcément au poste
qu'il faut. Vous et moi savons très bien quelles en sont les conséquences. L'administration n'est pas efficace avec tous les colorés. Au niveau des communes, de façon spécifique, le Bénin a opté pour la décentralisation justement pour pouvoir faire en sorte que les politiques de développement puissent avoir une meilleure répercussion au niveau des populations. Donc que leurs besoins soient analysés de très près et des solutions aussi soient apportées aussi à proximité. Donc déjà, l'entité même de la mairie, de la commune, dépourvue des cadres qui doivent par exemple réfléchir, concevoir et implémenter un certain nombre d'actions, si au niveau de ces cadres-là, il y a défaillance, vous savez très bien que ça rejaillit sur l'exécution. Donc c'est de bon ton qu'on veuille que, au niveau de ceux-là qui travaillent vraiment de proximité aux populations, qui ont un regard vraiment beaucoup plus pointu sur les besoins des populations qui doivent les solutionner, aient quand même un certain profil, une certaine compétence pour pouvoir satisfaire aux besoins de ces populations-là. Alors justement, les populations sont mises en avant, ou plutôt la satisfaction des besoins des populations sont mises en avant. Et cette réforme est articulée autour de 4 points essentiels: le réaménagement des organes, la redistribution des pouvoirs, le renforcement de la réduction des comptes, le réaménagement également des modalités d'exercice de la tutelle. Votre lecture? Bon, je crois que tout a été bien dit, tout a été bien défini selon moi. Et le comité qui a élaboré ce document, ce travail, ils sont partis des observations des gestions antérieures, disons. Oui, des mandatures passées. Oui, des mandatures passées. Et quand nous parlons de la séparation, évoquer par exemple le premier point. Le réaménagement des organes, la redistribution des pouvoirs. Voilà, désormais nous avons un secrétaire exécutif au niveau qui remplace le secrétaire général. Voilà, et de même pour nos arrondissements désormais, nous avons un secrétaire administratif qui a forcément un bac+3. Donc, ils sont partis du fait que il y a trop de recrutements fantaisistes, des recrutements pour remercier politiquement les uns les autres. Donc, il faudrait mettre un thème à ces recrutements-là et vraiment mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut pour avoir un résultat clé donné. Bon, Talon est un homme de résultats. Oui, absolument. On ne doit pas être étonné de ces réaménagements-là. Je crois aussi que ces réformes avantagent beaucoup plus les maires, en ce sens où, après les gestions, 6 ans après, ils n'auront pas à répondre de la gestion de leur budget, donc de ce budget qui a été voté au Conseil. Donc, désormais, il y a un rapport qui sera déposé par le secrétaire exécutif, qui sera amendé par le Conseil de supervision. Donc, qui va valider bien sûr ce rapport, ce conseil de supervision. Donc le maire est désengagé de ces fautes qui autrefois le contraignaient. On a pu voir des maires qui, de par leur mauvaise gestion en griffe des ressources de l'État, se sont retrouvés en prison. Entre autres, le fonds FADEC qui est géré à volo. Alors, mais on va d'abord revenir à la question du secrétaire exécutif qui remplace désormais le secrétaire général et qui a le pouvoir d'ordonnateur du budget communal, comme le disait tantôt Sylvain. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les maires sont dépossédés de leur pouvoir? Parce que si le maire ne gère plus le budget, il est juste là de nom. C'est juste un maire de nom. Je répondrai oui et non. Oui, pourquoi? Non, oui, pourquoi? Parce que comme le confrère l'a dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de prérogatives qui leur échappent désormais. Leur échappent, oui. Désormais. Par contre, ces maires sont renforcés dans leur rôle politique. Mon confrère a parlé de leadership politique. Oui. Donc, sur ce plan-là, leur position a été renforcée. Justement. Maintenant, tout ce qui a rapport avec la gestion administrative et technique leur a été arraché et remis maintenant à quelqu'un d'autre. Est-ce que cela ne veut pas dire que les maires n'ont pas, c'est parce qu'on a remarqué que les maires n'ont pas les compétences techniques qu'il faut qu'on en arrive à leur arracher ce pouvoir-là? Quel qu'en soit le débat qu'on peut mener autour, on est tenté de dire oui. Oui.
Parce que être maire, ce n'est pas que politique. En tout cas, si on prend le système qui est en place jusque-là, être maire n'est pas que politique. Il faut avoir quand même une certaine vision du développement de sa localité. Voilà, donc il faut savoir l'implémenter, donc avec des hommes qu'il faut. Voilà. Mais jusque-là, ça n'a pas été le cas. Sur cette question, je vous prie, le conseil de supervision mis en place, le maire avec les membres qui composent ce conseil, ils ont leur mot à dire. Et puis, le secrétaire exécutif n'est là que pour exécuter. Pour, le budget est voté au conseil communal, adopté par le conseil de supervision. Et l'exécution n'est qu'appliquée au niveau du secrétariat administratif. Donc, le maire a bien sûr son mot à dire avec le conseil. Et donc, si il dit ça ne passe pas, c'est que ça ne passe pas. Mais quand le SE dit que ça ne rentre pas dans la vision, là, ça pose problème. Si le maire dit il faut, par exemple, construire, c'est dit par le conseil, c'est validé qu'il faut construire, par exemple, un établissement ou plutôt une adduction d'eau, par exemple, on prend ça et le maire décide, par exemple, d'anticiper sur la période où cela doit se faire. Parce que lui, il a des visions qui ne sont pas forcément les mêmes que celui du secrétaire exécutif. Est-ce qu'en ce moment-là, il risque d'avoir un conflit entre les deux? C'est là on attend le leadership du maire. C'est là on veut des maires désormais de qualité. Des maires qui peuvent désormais convaincre ses pairs et vraiment démontrer la nécessité. Il se fait nécessaire de faire ci, de faire ça pour la population à la base. C'est ça désormais on attend du maire. Et non faire des promesses politiques. Il est vrai, le géopolitique est dedans, mais bon, on veut une efficacité plus pragmatique du maire pour la population à la base. Alors, les populations à la base, mais moi, je me questionne, est-ce qu'on a interrogé les populations à la base pour savoir est-ce qu'ils veulent vraiment que le maire soit déchargé, que désormais c'est un secrétaire, qu'il y ait un secrétaire exécutif? Parce qu'on a l'impression parfois que les réformes sont mises en œuvre, certes, mais que parfois la population, qui est la première qui bénéficie de ces réformes-là, est parfois un peu délaissée. Vous n'avez pas cette impression? Oui, effectivement, on a l'impression souvent que pour pouvoir prendre ces décisions qui auront quand même un grand impact sur le processus en cours, dont les principaux bénéficiaires sont les populations, on a souvent l'impression effectivement qu'on n'a pas interrogé la population. Maintenant, on peut se dire que vu les expériences que nous avons eues depuis 2002-2003 jusqu'à aujourd'hui, des maires, par exemple, qui ont eu affaire à la justice, etc. C'est toujours au nom de ces populations. Je me rappelle, au cours de cette séance de présentation, le président de la République répondait au maire de Pomancé et il lui disait « Monsieur le maire, ce n'est pas votre budget, c'est le budget de la commune, des populations, etc. » Donc, on peut se dire que, en réalité, ces réformes ont été initiées justement pour corriger un certain nombre de mots qui minaient le rapport que les élus locaux devraient avoir avec leur population, donc leur mandat. Alors, il y a également, au nombre de ces réformes-là, il y a la mise en place du fonds, désormais, la mise en place d'un fonds d'investissement communal qui vient remplacer le fonds FADEC. À votre avis, est-ce une avancée ou une régression? Pour moi, c'est d'abord une avancée. Et vous allez comprendre pourquoi. Depuis le début de ce processus-là, donc qui a été amorcé 2002-2003, je l'ai dit tantôt, dans les premières années de mise en œuvre, on a eu une sorte de conflit, entre guillemets, entre les administrations locales, donc les collectivités territoriales, donc nouvellement opérationnelles, avec les administrations centrales, notamment par rapport au transfert de ressources liées aux compétences déléguées ou transférées. Cette guerre a duré vraiment longtemps, même aujourd'hui encore, dans un certain nombre de secteurs, tels que le secteur de la santé, ce n'est pas encore le cas. Donc, les compétences ont été transférées aux délégués aux communes, mais les ressources devant servir à l'exercice de ces compétences n'ont pas forcément suivi. Donc, je suppose qu'avec la création de ce fonds d'investissement communal, le gouvernement n'aura vraiment pas d'excuses maintenant pour ne pas envoyer les ressources. Et d'ailleurs, le président l'a dit. Voilà, on veut envoyer les ressources, mais il faudrait que ces ressources-là soient mieux gérées. Voilà. Alors, est-ce que là...
on n'a pas l'impression que l'autorité a beaucoup plus de regard désormais. Avec ce fonds-là, l'autorité centrale a plus de regard sur la gestion au niveau communal. Bien sûr, bien sûr. On dira que c'est l'argent du contribuable. Absolument, l'argent du contribuable. Bon, comme l'a dit mon confrère, et derrière toutes ces réformes nous en disent plus sur le regard que veut porter le gouvernement sur la gestion. En créant ce fonds, désormais, il y a ce pan de la chose qu'on n'a pas perçu. Et ce fonds va permettre aux communes, si les critères sont bien définis, parce qu'on attend encore la suite, oui, tout à fait. Les communes pourront aller sur le marché international, aller chercher les ressources pour vraiment impacter la population à la base. Et aussi, je ne connais pas trop les critères. Et là, on sait que si une commune doit aller sur le plan international chercher des ressources, c'est tout l'État qui est engagé. Il y a un guichet, oui. Il y aura un guichet au niveau de ce fonds qui va permettre à ces communes d'aller sur le marché international. Et l'État a un regard sur ces communes-là, leur potentialité, leur capacité aussi à rembourser. Voilà. Il y a tous ces paramètres-là qui seront mis en cause. Donc, voilà ce qu'il en est. L'État contrôle tout. Oui, et c'est même bien que l'État contrôle tout. Comme ça, on aura moins de corruption, on aura moins de détournement de fonds publics. Alors, une nouvelle catégorisation des communes. Et désormais, on sait que la commune d'Abomey-Calavi est devenue une commune à statut particulier. On va dire qu'il était quand même temps, parce que cette commune, c'est une commune dortoir, mais ce n'est pas reconnu comme une commune à statut particulier. Et pourtant... Oui, Abomey-Calavi, c'est une des communes sujettes à beaucoup de discussions, beaucoup de débats, particulièrement quant aux velléités, par exemple, de l'arrondissement de Godomé de vouloir devenir une commune. Exactement. Abomey-Calavi est connue comme l'une des communes les plus peuplées, je crois, la plus peuplée du Bénin, en dehors de Cotonou. Du coup, on se demande quel pourrait être le statut réel d'Abomey-Calavi. Donc, cette réforme vient apporter quand même une réponse fixe. Abomey-Calavi devient une commune à statut particulier. Et l'autre aspect, justement, de ce fait, c'est que la réforme dit que désormais, ce n'est plus la loi qui va attribuer le statut. Il faudra un décret. Sinon, avant, c'est... je me rappelle bien l'article 10, par exemple, de la loi 97-029 qui dit le statut de chaque commune est fixé par la loi. Donc, les 3 communes à statut particulier qu'on connaît. C'est la loi qui les a définies. Voilà. Donc, on attend que ce soit une loi également aussi qui définisse le statut des autres communes. Mais désormais, cette réforme saute ce verrou-là. Donc, c'est un décret pris en Conseil des ministres qui pourra dire voilà, telle commune a tel statut et autres. Alors, quel avantage pour Abomey-Calavi en devenant statut désormais, d'ici 1er janvier 2022, donc le décret sera signé. Donc, désormais, Abomey-Calavi aura cette compétence d'aller sur, d'intervenir dans le domaine de l'enseignement secondaire, construire des salles de classe, ce qui n'était pas le cas pour les communes de droit commun. Donc désormais, Abomey-Calavi pourra statuer sur les salles de classe à construire, les besoins au niveau de l'enseignement secondaire et pourra définir son projet de transport urbain. Désormais, ce qui n'était pas le cas avant. Cotonou l'a déjà fait et donc des gares sont en construction actuellement. Donc Abomey-Calavi aussi pourra définir tous ces projets. Est-ce que Abomey-Calavi pourra également abriter des institutions ou des ministères, des sociétés d'État aussi? Bon, ça c'est du ressort de l'État d'en décider. D'en décider, ok, d'accord. Alors une chose qui est très intéressante et qui va peut-être venir un peu réconforter les maires qui se disent dépourvus de leur pouvoir, c'est que désormais cette réforme revalorise la fonction du maire. Les maires seront désormais mieux payés, ils auront un véhicule de fonction, tout ça ils n'avaient pas. C'est une compensation. Bon, disons oui, oui. Et on attend de voir ce que va dire le gouvernement là-dessus. On espère bien. Et en termes, on veut voir plutôt le maire sur le terrain et mieux représenté auprès des partenaires de la coopération décentralisée. Donc, il lui faut vraiment un arsenal en termes de ressources financières, en termes de
de qualité. Ouais. Merci. Ouais. Alors Bernard, sur la revalorisation de la fonction du maire, un salaire un peu plus relevé. Oui, et je suppose que ce serait toujours en fonction, ou bien proportionnellement toujours au budget communal, je suppose. Ouais. C'est qu'on attend quand même que la réforme soit peaufinée pour connaître un peu les contours. Bon, véhicule de fonction, la question que je me pose, est-ce que c'est le gouvernement maintenant qui va donner? Sinon, je sais quand même qu'au niveau des communes, chaque commune se débrouille quand même pour acheter un véhicule de fonction pour son maire. Est-ce que ça va changer? Donc, ce sont des précisions aussi qui vont venir. Ce qui est sûr, les maires, sur ce plan-là, ne vont quand même pas rejeter ce qui est entrepris. Qui ne veut pas que sa condition s'améliore? Voilà, donc le maire ne veut pas rejeter cela, il ne veut pas s'en plaindre. Alors, avec cette réforme, et on va finir là-dessus, ce sera la dernière question, est-ce qu'on a l'impression, ou plutôt, est-ce que cette réforme porte les germes de l'impulsion du développement local? A priori, oui. A priori, étant donné que l'accent est mis sur tout ce qui est technique, tout ce qui est réflexion, conception et mise en œuvre. Vous voyez un peu. Donc, a priori, oui. Mais la seule interrogation, justement, réside dans les relations que ce secrétaire exécutif va désormais entretenir avec le maire et le conseil de supervision. Donc, l'interrogation se retrouve là. Et moi, personnellement aussi, au niveau du fonds d'investissement communal, pour moi, il y a aussi un aspect qui me paraît encore flou. C'est justement la place de l'apport des partenaires au développement. Nous savons qu'au niveau du FADEC, par exemple, les partenaires au développement, de façon directe, contribuaient aux ressources des communes. Maintenant, est-ce que ce fonds d'investissement va permettre aussi aux partenaires de directement contribuer, ou bien est-ce qu'on va évoluer maintenant encore vers une recentralisation de la collecte de ces ressources quand même qui qu'on le veut ou pas, aller directement quand même aux communes. Donc ce sont certains petits points qui seront clarifiés. Qui seront clarifiés d'ici là. Alors Sylvain, y a-t-il des raisons d'espérer avec cette réforme-là? Absolument, tout est clair. La personne qu'il faut, à la place qu'il faut, un secrétaire exécutif expérimenté pour conduire les fonctions techniques et tout ce qui est technique. Donc voilà, et je crois que les communes seront bien parties désormais, parce que d'ailleurs avec cette catégorisation des communes désormais, leur compétence est mieux élargie pour intervenir sur les problèmes de la société et avoir un regard plus poussé. Ensuite, avec cette catégorie des communes à statut intermédiaire. Donc, ces communes, on va les connaître d'ici quelques mois. Plusieurs compétences leur seront dédiées. Donc, je crois que la gestion va s'améliorer dans les jours et mois à venir. En tout cas, la 4e mandature sera mieux. On attend de voir. Cette mandature, s'il va servir de cobaye, on va voir ce que cette réforme va donner. D'ici quelques années, on pourra apprécier. Merci à vous, chers confrères Sylvain Baouti, Bernard Pomdé. Merci d'être passé sur ce plateau. Tout de suite, le dossier de la semaine. Bientôt la fin des conflits récurrents entre les éleveurs et les agriculteurs. Le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs travaille à mettre en place un document stratégique. De quoi cela retourne-t-il? On en parle juste après cet élément. C'est un conflit qui continue d'endeuiller les deux communautés protagonistes, éleveurs et agriculteurs. Mais le gouvernement ne veut plus du tout en entendre parler. Et pour éviter toute solution provisoire ou approximative, une mission a été diligentée pour recenser tous les besoins d'infrastructures agro-pastorales à réaliser dans les communes. Après 2 mois d'activité, en voici la synthèse. Pendant la mission, les élus nous ont fourni un certain nombre d'informations. Il était de bon ton, après ils n'ont pas fait la synthèse de ces informations, qu'on puisse les appeler et qu'on invite surtout les préfets qui, sur leur supervision, vont valider certaines informations que nous avons reçues. Nous avons besoin de présenter un document qui va permettre au gouvernement d'agir de façon concrète et d'accompagner les communes en termes d'investissement pour réaliser ces infrastructures. Vous avez déjà fait une phase du travail et ce matin,
nous continuons en faisant la deuxième phase qui va déboucher normalement sur la validation en troisième phase avant la transmission au chef de l'État. Le travail que nous sommes en train de faire qui va inlassablement déboucher sur la sédentarisation là. Dans ce travail, dès qu'on va le transmettre, le chef de l'État va pouvoir mobiliser les ressources pour que, de façon très rapide, des infrastructures soient réalisées dans les communes, notamment les aires de pâturage, les couloirs de passage pour les bœufs et les points d'abreuvement. Pour faciliter la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs, un arsenal de mesures avait été déjà pris par le chef de l'État, parmi lesquelles le nouveau code pastoral, l'interdiction de la transhumance transfrontalière, sans oublier la subvention à 50% de l'aliment bétail pour limiter la mobilité du troupeau. Et voilà la problématique ainsi posée. Sur ce plateau, on reçoit le haut commissaire à la sédentarisation des éleveurs, dont nous recevons le haut commissaire, justement, je le disais. Il est docteur Mama Sambo Adamou. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Merci de nous faire l'honneur. Et pour m'accompagner dans les entretiens ici sur ce plateau, Rodrigue Babagbeto. Oui, Vice Balogun, bonjour. Mesdames, Messieurs, c'est encore un plaisir d'être des vôtres ce jour. Le Bénin fait une expérience nouvelle avec une institution nouvelle, le Haut Commissariat à la sédentarisation, j'y arrive, des éleveurs. Adamou Mama Sambo, vous en êtes justement le Haut Commissaire. Dites-nous, la création d'une telle structure était-elle nécessaire? Comme vous le savez, depuis un certain nombre d'années, le Bénin et certains pays côtiers sont à la croisée des chemins par rapport à la question de la mobilité pastorale. Nous savons et nous convenons que nous sommes dans un système de production extensif, que ce soit l'agriculture ou l'élevage. Mais il faut reconnaître que la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs connaît quand même des rebondissements pas souvent intéressants. Oui. Et qu'il vous souvienne que cette année seulement, il y a à peine 2 mois, nous avons connu un conflit meurtrier à Malanville, notamment à Guéné, dans le village de Isséné. Et cela aurait pu être évité si et seulement si tout ce qu'il y avait comme dispositif d'encadrement, tout ce qu'il y a comme dispositif de prévention, notamment les aménagements, c'est-à-dire les aires de pâturage et les couloirs, étaient respectés par les 2 acteurs. Cela aurait pu être évité également s'il y avait un dispositif de communication, d'échange permanent entre ces acteurs-là par rapport au développement de leur terroir, au lieu qu'ils ne se retrouvent que seulement quand il y a conflit et que ce soit sous tension que les échanges sont souvent organisés. Donc la naissance, disons, sous l'initiative du chef de l'État, la mise en place du Haut Commissariat, je pense qu'elle arrive à point nommé. Parce que, comme vous le savez, la question de la mobilité est gérée souvent entre plusieurs ministères. Il y a le ministère de l'Intérieur, parce que c'est vu sous l'angle de la sécurité. Oui. Il y a le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, parce que c'est un système de production. C'est l'agriculture, c'est l'élevage, d'accord, qui est concerné. Et également, c'est le ministère de la Décentralisation, parce que qui parle de gestion et d'aménagement du terroir, interpelle également les collectivités locales. Et qui parle de la question de la sécurité également, interpelle la tutelle de ces communes-là, de ces collectivités locales. Alors, cette structure. Et à côté également, il y a le ministère du cadre de vie, qui joue un rôle pas négligeable parce qu'il a en charge également la gestion de tout ce qu'il y a comme non, pas les aires, disons les aires classées, les forêts, qui sont quand même des zones aussi de prédilection pour l'élevage pastoral. Bien sûr, alors, ces ministères-là sont impliqués. Autant de ministères qui sont impliqués aujourd'hui, mais on sait qu'en amont, il y a eu quand même des dispositions ou des mesures qui avaient été prises pour améliorer l'élevage. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Bon, vous savez, l'élevage extensif que nous avons toujours connu, c'est un élevage que nous avons hérité de nos parents. Et que ce soit l'élevage ou l'agriculture, chacun continue à faire ses pratiques telles qu'il avait reçues, qu'il a héritées. Oui. Maintenant, il y a eu plus d'intérêt, plus d'attention
pour l'agriculture en termes d'investissement, en termes d'organisation, de structuration des acteurs donnés et aussi de facilitation pour l'accès au marché. Pendant longtemps, l'élevage est resté quand même le parent pauvre de ce ministère qu'on appelle agriculture, élevage et pêche. L'élevage et la pêche, bien sûr, sont restés quand même les parents pauvres. Il y a un intérêt actuellement que le chef de l'État veut accorder plutôt à la question de l'élevage, parce que les deux piliers quand même de notre économie, c'est l'agriculture et l'élevage. Donc il faudrait promouvoir également l'élevage pour permettre de rehausser non seulement l'image du Bénin et augmenter aussi sa contribution au PIB, mais il faudrait également qu'en termes d'investissement, que l'État central puisse donner le top. Tout ce qui se fait autour de l'élevage aujourd'hui est plus soutenu que par les partenaires financiers. Mais il faudrait que l'État central puisse donner plus d'engagement et donner des orientations claires également, d'où la mise en place du Haut Commissariat pour aider aussi à coordonner les actions publiques qui vont dans le sens de l'élevage et surtout de la question de la sédentarisation. Et de façon spécifique, tenir compte également de l'épanouissement des acteurs concernés au plan socio-économique et culturel. Parce que qui dit l'élevage dit quand même qu'il y a une communauté qui s'en occupe. Bien sûr. Et qui donne cette activité est intimement liée à leur culture aujourd'hui et on ne peut pas le dissocier. Donc ce n'est pas une question qui va être réglée seulement de façon réglementaire, de façon avec des tests, de façon que technique, mais il faut intégrer une approche qui est un peu plus holistique, qui prenne en compte les acteurs concernés et leur adhésion surtout pour que les actions qui vont être mises en place soient dans la durée. Donc c'est la raison d'être du Haut Commissariat en termes de coordination avec les autres ministères sectoriels et en termes aussi de suivre et d'accompagner la vision du chef de l'État et que tout ce qui se fera par ces ministères sectoriels soit en cohérence avec la nouvelle vision que le chef de l'État a voulu imprimer à l'élevage. Il faudrait également qu'à travers le Haut Commissariat, que l'agriculteur et l'éleveur soient en confiance sur l'engagement que l'État met en place pour accompagner. Alors vous abordez, vous étalez ainsi les missions de cette structure du Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs, et au nombre de ces missions, il y a quand même la modernisation de l'élevage au Bénin. Quel doit être l'aspect principal ou le pilier principal sur lequel jouer pour en arriver à une modernisation, à une amélioration du climat de l'élevage au Bénin? Modernisation, c'est déjà en termes de productivité. Parce que si nous sommes dans un élevage où le rendement, c'est-à-dire que la vache ne produit que 1 litre, 1,5 litre ou 2 litres maximum de lait par jour, nous sommes très loin en tout cas des références au niveau international où une vache en moyenne produit 20 litres. Dans certains cas extrêmes, 40-45 litres par jour. D'accord. Je ne veux pas qu'on arrive à ces extrêmes parce que ce n'est plus des vaches, mais plutôt c'est des machines qui produisent du lait. On va pas, pour moi, ce n'est pas un modèle aussi de toutes les façons durable, puisque même l'Occident aujourd'hui a plus tendance à rechercher un élevage qui est plus naturel, plus proche en fait. On parle d'élevage un peu plus écologique. Il faut reconnaître que pour la modernisation, il faut déjà qu'on puisse faire bouger le niveau de productivité de nos vaches. Et en termes de rendement aussi, pour la carcasse, c'est-à-dire que les animaux, quand on les abat, il faut qu'en termes de rendement en viande, qu'ils donnent un peu plus parce que la population augmentant, les besoins en protéines augmentant, il faudrait que l'élevage, en tout cas l'élevage des ruminants, puisse apporter aussi sa contribution. En termes de modernisation aussi, c'est permettre aux acteurs qui sont dans ces activités-là de mieux gagner leur vie. C'est-à-dire, quand on voit l'éleveur derrière les animaux 365 jours sur 365 et que les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils doivent aller suivre l'éducation, suivre les pas de leurs parents, ça fait un peu mal au cœur parce qu'on dirait que c'est des générations qui sont en train de se perdre, d'être sacrifiées. Donc la modernisation voudrait également qu'en termes d'organisation spatiale par rapport à ces acteurs qui sont souvent dispersés dans des campements, qui sont des zones d'habitation ponctuelles,
que cela puisse être mieux organisé, mieux regroupé pour faciliter l'accès aux infrastructures socio-communautaires de base. Très bien, vous étalez ainsi. C'est justement là tout le sens du Haut Commissariat, puisque c'est un Haut Commissariat à la sédentarisation. Alors quand on sédentarise des éleveurs, est-ce qu'on peut espérer moderniser? Parce que là, si le pâturage est sédentarisé, forcément, il n'y aura pas forcément assez de pâturage. Comment est-ce que cela va se faire de façon pratique? Bon, je ne voudrais pas qu'on fasse trop de fixation parce que je n'ai pas souvent ces guerres de concepts où les gens opposent souvent la mobilité à la sédentarisation. Oui. Pour l'instant, nous sommes dans un système où on a besoin d'espace pour dérouler l'élevage. Comme l'agriculture aujourd'hui a besoin d'espace, l'élevage a besoin d'espace. Le seul handicap, le seul hic de tout ça, c'est qu'on n'a jamais organisé, on n'a jamais essayé de gérer cette mobilité-là. Et le défi actuellement avec le chef de l'État, suivant les orientations qu'il nous donne, c'est d'abord zéro violence et zéro mort. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas comprendre que deux acteurs qui vivent ensemble, qui produisent pour nourrir, non seulement se nourrir, mais nourrir le Bénin, puissent être en train de s'entretuer pour un oui, pour un non. Oui. Ça veut dire qu'il y a des rancœurs qui ont été développées pendant des générations qu'il faut essayer de limiter, d'éteindre complètement et leur trouver plutôt d'autres orientations, d'autres ambitions pour leur devenir que d'être là souvent à s'entrechoquer de façon permanente. Donc l'ambition du chef de l'État, c'est d'abord de réussir à planer cela. Ensuite, c'est de limiter les distances sur lesquelles les gens se déplacent. D'accord. Le matin, les bœufs peuvent aller au pâturage et revenir. On est toujours dans la mobilité. D'accord. Et pendant les saisons sèches, la mobilité, c'est quitter une zone qui n'est plus viable, qui ne peut plus nourrir le cheptel pour aller vers des zones qui peuvent nourrir le cheptel. Ça, c'est à l'échelle nationale. Oui. Maintenant, quand on prend ça au niveau sous-régional, les pays sahéliens, à une certaine période de l'année, n'ont pas le choix que de se déplacer. Parce qu'il y a des régions où il ne pleut qu'un mois sur 12, 2 mois sur 12. Donc tout le reste de l'année, non seulement l'eau de surface n'existe pas, mais en profondeur également, l'accès à l'eau est très très compliqué. Donc ce déplacement est une obligation. Maintenant, ça aussi doit être organisé. Et en termes de relations bilatérales entre les pays, il faudrait qu'on en vienne à définir des cadres un peu de collaboration gagnant-gagnant, parce que dans des échanges, il faut que celui qui reçoit et celui qui donne puissent être dans une relation win-win, comme on dit souvent. Si on n'est pas dans cette position, ça va être très difficile. Pour caricaturer, quand on dit souvent que les animaux doivent se déplacer du Sahel, vous savez, aujourd'hui on est en période d'inondation. Dans le sud-ouest du pays, on a eu de grandes inondations, d'accord, qui ont nécessité que des populations puissent se déplacer. Donc, quand vous le comparez un peu à ce qui se passe pendant la sécheresse, quand il y a inondation et que l'eau envahit toute une région, est-ce qu'on pose la question aux gens s'il faut rester ou pas? C'est une question de survie. Donc les gens sont obligés de se déplacer pour sauver leur vie et pour sauver quelques biens. Donc c'est pareil pendant la sécheresse et les fortes chaleurs dans les pays sahéliens. Mais pendant longtemps, les États ont démissionné et ont laissé les acteurs faire leur mouvement comme ils l'entendent au niveau sous-régional. Et ensuite, au niveau national, chacun se déplace et va où il veut. Avec l'évolution actuelle des systèmes de production, avec l'intensification, avec la promotion des cultures de contre-saison, avec le changement climatique, on est obligé aujourd'hui de faire des zones, de définir des zones où quand les gens vont se déplacer, ils peuvent aller rester. Et d'aménager ces zones en conséquence et de mettre en place des infrastructures pour pouvoir accueillir les gens. Et aussi organiser quand est-ce que les gens peuvent quitter une zone pour une autre. Donc c'est ça aussi le sens de la sédentarisation. Beaucoup de moyens pour l'État aussi, mettre en place ces infrastructures, aires de pâturage, couloirs de pâturage, points d'abreuvement, c'est quand même beaucoup de moyens. Pour préserver une seule vie humaine, je pense qu'on ne peut pas... Il n'y a pas une évaluation de coût par rapport à ça. Je dis souvent, je ne vois pas le nombre de bêtes qui vaillent une vie humaine, ni l'étendue de champs ou de cultures qui, en face, vaillent une vie humaine. Ça va. Donc,
en termes d'investissement, l'État a pris conscience, en tout cas, dans la vision du chef de l'État, d'investir comme cela se doit pour pouvoir limiter et finir avec. Les conflits peuvent naître, mais ces conflits, les dispositifs vont être mis en place pour qu'ils soient mieux réglés. Parce qu'on peut régler un conflit, on peut régler une question de divagation, on peut régler une question d'abattage d'une bête ou une bête qui accidentellement a pris des produits que les agriculteurs auraient laissés par mégarde. Ça peut être réglé, mais il faudrait que les dynamiques soient mises en place en amont pour que dès que ça survient, que les acteurs soient plutôt dans la procédure, dans la posture de régler, que dans la procédure de se faire justice. Parce que c'est ce à quoi on est confronté. D'accord. Et depuis que vous êtes à ce poste à ce jour, quelles sont les actions que vous avez déjà menées ou entreprises? Bon, vous savez, quand j'ai été installé, dans la semaine, en même temps, il y a la situation de Malanville. D'accord, donc on nous a mis en même temps à l'épreuve parce qu'il fallait descendre sur le terrain, ensuite essayer d'aplanir les divergences entre ces deux acteurs-là. On l'a conduit et la dynamique est toujours en cours. Ensuite, avant même la mise en place du Haut Commissariat, il y avait déjà une initiative du chef de l'État pour le conseil. On avait échangé de ces questions où il était question de faire une évaluation des potentialités pastorales dans un certain nombre de communes que j'avais proposé, ça faisait une trentaine. Quand on est descendu sur le terrain, on a rajouté une dernière commune, c'est la commune de Tangueta. Et c'est sur le terrain, après les incidents de Malanville, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une situation à Tangueta qui est un peu similaire à Malanville où c'est l'emprise en fait du parc W sur les terres agricoles, sur les terres d'élevage qui font cette pression-là et qui constituent le déclic. Du côté de Tangueta également, il a l'emprise du parc W qui fait que les agriculteurs et éleveurs sont un peu confinés. Donc ça constitue également un problème. Donc cette activité est en cours. Ça, on a finalisé pratiquement le rapport. On a finalisé le rapport. On est en train d'évaluer. On a finalisé l'évaluation des coûts parce que c'est fait la situation de l'existant, mais recueillir également les besoins pour permettre à chaque commune de pouvoir avoir les facilités de gérer non seulement le cheptel communal, mais également de gérer éventuellement les flux qui peuvent venir des communes voisines. Puisque dans les décisions du gouvernement depuis bientôt 2 ans, l'interdiction de la transhumance transfrontalière reste en vigueur. Donc pour l'instant, on s'occupe de la gestion du cheptel national que nous avons. Donc cela va être présenté incessamment au chef de l'État pour validation et la mise à disposition des ressources. Et je pense qu'il y a 4 piliers fondamentaux sur lesquels on est en train de travailler. Un, c'est la délimitation des couloirs et des aires de pâturage. Et dans chaque commune, nous avons déjà identifié ces couloirs, ont été identifiés par les acteurs communaux. Il y aura également la mise en place des points d'eau, c'est-à-dire des retenues d'eau et puis des forages. Et il y a également la mise en place et la sécurisation des campements pastoraux. D'accord, des campements qui vont être mis en place et attenant à cela, une zone quand même de pâturage assez conséquente qui permettra à tous les éleveurs qui sont dans les environs d'aller au pâturage sans avoir le risque de traverser des zones conflictuelles des entreprises. Très bien. Et le 4e point, c'est la mise en place de toute la dynamique de concertation à travers les comités de gestion et de sécurisation du pâturage qu'il faut implémenter sur le terrain et surtout les amener vers des cadres de concertation multi-acteurs pour discuter des questions de développement de la localité, y incluant la question de l'accès aux ressources. Très bien. Et tout cela va être à la charge du Haut Commissariat, mais on sait quand même qu'à la date du 14 octobre 2020, le gouvernement a mis en place le comité national de gestion du pâturage et du moins le comité de gestion et de sécurisation du pâturage. Alors, qu'est-ce qui va changer avec le Haut Commissariat, très rapidement? Non, en fait, vous savez, dans le cadre du code pastoral, il était prévu la mise en place d'un certain nombre de structures. Donc, les comités qui sont mis en place antérieurement sont déjà prévus dans le cadre du code pastoral. Et tout ça dépend du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Agriculture. Le Haut Commissariat est une instance
qui est mis directement sous l'autorité du chef de l'État. Donc, qui va jouer un rôle de coordination de toutes les actions allant dans le sens de la sédentarisation. Donc, il n'y a pas une superposition du rôle, il y a une question de coordination, il y a une question de facilitation pour que les actions puissent être plus efficaces et que les actions puissent être en phase avec les orientations du chef de l'État. Alors, de façon globale, c'est ça. Dernière question, vous allez déposer le document stratégique au chef de l'État. Après, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Vous savez, au niveau du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, nous avons un certain nombre de projets qui sont déjà en démarrage, notamment le projet sédentarisation des éleveurs, d'accord. Il y a d'autres projets qui sont au niveau du génie rural, au niveau de plusieurs directions de ce ministère, qui ont déjà des financements acquis. Et certains pans des actions qu'on a pu identifier sur le terrain, en grande partie, vont être prises en compte dans la mise en œuvre de ces projets. Maintenant, l'État central, le chef de l'État ne veut pas attendre tous ces processus avant de mettre, comme on dit, la main à la poche. Parce que si on veut réellement résoudre, si on veut anticiper sur la même prochaine saison de transhumance, il faudrait que dès le mois d'octobre, qu'un certain nombre de concertations puissent démarrer sur le terrain. Il faut que dès le mois d'octobre-novembre, que la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures soit réelle, que les couloirs soient dégagés, d'accord, et ça c'est d'autorité que ça se fera, et ça a déjà commencé, et que les zones de pâturage puissent être identifiées et communiquées largement aux acteurs concernés, non seulement aux éleveurs, mais aux agriculteurs, parce qu'il y a des velléités souvent d'occuper ces couloirs-là. Chacun de façon légitime se bat juste par rapport à nourrir sa famille. Bien sûr, donc, bien sûr. Et on a souvent le nez et souvent la tête baissée. Oui. On ne voit pas souvent l'autre en face qui a aussi besoin de cet espace, de cette zone-là de production. Eh bien, il n'y a plus qu'à espérer que les jours qui se dressent devant l'élevage soient bien meilleurs. Eh oui, espérons-le. Avec Dr Adamou Mamasambo, j'espère qu'il en sera ainsi. Merci à vous, docteur. Je rappelle que vous êtes le haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs. Merci pour vos éclairages sur ce plateau. Je vous en prie, c'est un plaisir. Ce sera donc tout pour Week-Echo de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention. Week-Echo, vous pouvez la retrouver en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, mais également sur les pages Facebook Bénin Business 24 et Week-Echo. Portez-vous bien et à dimanche prochain.